Le 27 juillet 2023, le sénateur américain Ron Wyden écrit une lettre officielle au procureur général du département de la justice des États-Unis, à la chef de la Commission fédérale du commerce et au directeur de l'Agence de sécurité du cyber et des infrastructures, aussi connue sous le nom de CISA. Autrement dit, cette lettre interpelle les 3 personnes les plus puissantes du monde dans la régulation des entreprises privées américaines du numérique. Elle ouvre avec la phrase suivante, je cite en traduisant. « Je vous écris pour demander à vos agences d'intervenir pour tenir Microsoft responsable de ces pratiques négligentes de cybersécurité qui ont permis le succès d'une campagne d'espionnage chinoise à l'encontre du gouvernement des États-Unis. » En l'occurrence, Wyden fait référence à des anomalies suspicieuses détectées en juin 2023 par le CISA et par le Bureau fédéral d'investigation, plus connu sous le nom de FBI. Ce n'est qu'une fois ces anomalies détectées que Microsoft a lancé une investigation pour constater une cyberattaque en cours et pour reconnaître des failles critiques dans le fonctionnement de ses services cloud, notamment les services email comme Outlook et Microsoft Exchange. De nombreux comptes sensibles du gouvernement américain, utilisés pour toutes sortes d'échanges classés confidentiels, avaient été hackés probablement par un groupe chinois appelé Storm 0558. Et alors, comme on le verra, c'est très loin d'être la première fois que des failles majeures sont trouvées dans les systèmes critiques de Microsoft, pourtant déjà massivement achetés et utilisés par de nombreuses organisations majeures, comme non seulement le gouvernement de la plus grande puissance économique du monde, mais aussi très probablement l'entreprise dans laquelle vous, chers spectateurs, travaillez. Et d'autres accusations de négligence irresponsable ont fusé depuis, sur lesquelles je reviendrai. Aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Mais dans un contexte de tensions géopolitiques grandissant dans le monde, avec des coups d'État en Afrique, la guerre en Ukraine, les provocations de la Chine et la banalisation de la haine dans les démocraties les plus solides du monde, dans un contexte où, de surcroît, le cybercrime pullule et devient de plus en plus rentable, avec une croissance exponentielle des coûts qu'il engendre, et une implication d'une diversité grandissante d'acteurs malveillants, et surtout dans un contexte où toutes les organisations du monde, qu'il s'agisse de gouvernements, de banques, de réseaux électriques ou d'hôpitaux, toutes ces entités deviennent de plus en plus dépendantes du bon fonctionnement du cloud, c'est-à-dire de services informatiques gérés à distance par des entreprises comme Microsoft. La découverte de l'exploitation du cloud de Microsoft par des hackers chinois a de quoi préoccuper, bien au-delà encore du cas des emails du gouvernement américain. Un vieux dicton dit que personne n'a jamais été licencié pour avoir acheté du Microsoft. L'historique des failles Microsoft devrait peut-être questionner ce dicton. Aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Sachant tout ce qu'on sait de la négligence de la cybersécurité par cette entreprise, et sachant à quel point la sécurité économique des entreprises et donc la stabilité financière des employés dépend aujourd'hui de cette cybersécurité, avoir acheté du Microsoft aujourd'hui sans avoir évalué les risques devrait être inadmissible. En fait, aujourd'hui, il y a même une probabilité très loin d'être négligeable que accepter une offre de Microsoft pour votre entreprise, c'est permettre à des acteurs du cybercrime, comme des entreprises concurrentes ou des gouvernements étrangers, d'accéder aux informations sensibles de votre entreprise, voire de prendre le contrôle sur vos opérations dans le cloud. Sachant les failles connues de Microsoft Cloud, il serait irresponsable de ne pas questionner les habitudes numériques de nos entreprises. Même avec ses fuites de données, il ne change rien à ses habitudes. Il a gardé, par exemple, cet agenda Psion, aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Historiquement, l'un des premiers gros électrochocs pour le gouvernement américain fut l'attaque terroriste du 18 septembre 2001. Et oui, j'ai bien dit 18 septembre, une semaine après celle que vous connaissez, à savoir l'attaque physique sur les tours du World Trade Center de New York, un ver informatique hybride a provoqué des catastrophes inédites. Ce ver était appelé Nimda, qui est le verlan lettre à lettre de admin. Il exploitait des vulnérabilités dans les systèmes Microsoft pour se répliquer et se propager de machine en machine, causant toutes sortes de surcharges informationnelles des systèmes d'information qui empêchaient alors les machines d'effectuer les tâches pour lesquelles elles étaient programmées. Mais même s'il y a de quoi reconnaître que Nimda était en effet spectaculaire et très coûteux, il ne s'agissait en fait pas de la plus grande crainte de la défense américaine, qui craignait beaucoup plus des attaques capables de prendre le contrôle de systèmes d'information critiques de manière indétectable. Les ennemis sont bien plus dangereux quand on ne les voit pas, et d'ailleurs pendant de longs mois, l'infiltration de Microsoft par les hackers chinois était de ce genre. Quoi qu'il en soit, c'est dans un climat post-11 septembre de grande préoccupation pour les risques sur la sécurité nationale que Microsoft fut mis sous grosse pression par les autorités américaines. C'est ainsi que, certainement sous la pression des agences étatiques, Bill Gates, le fondateur milliardaire de Microsoft, a écrit un mémo censé marquer le jour où la cybersécurité était devenue la plus grande priorité de l'entreprise.
Je cite, « Dans 10 ans, l'informatique sera une part intégrale et indispensable de presque tout ce que nous faisons. Microsoft et l'industrie informatique ne seront un succès dans le monde que si les directeurs informatiques, les consommateurs et tout le monde voient que Microsoft a créé une plateforme de confiance numérique. » Aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Si la première partie de cette citation est une prédiction très juste, la seconde est en fait très questionnable, notamment car les citoyens et les gouvernements échouent constamment à prêter suffisamment d'attention à la notion de confiance numérique. Tant que des scandales monumentaux de négligence de cybersécurité seront ignorés, nous semblons voués à faire confiance à des outils numériques auxquels nous ne devrions pas faire confiance, comme des téléphones ultra connectés avec des micros constamment branchés, des applications contrôlées par des gouvernements autoritaires déjà largement engagés dans la cyberguerre comme TikTok ou des machines Aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Des machines dans lesquelles nous enregistrons tant de données sensibles et avec lesquelles nous accédons à des systèmes que nous voudrions être les seuls à pouvoir contrôler, comme par exemple nos comptes bancaires. J'ai un peu envie de dire que s'il voulait vraiment optimiser sa philanthropie, Bill Gates devrait sans doute s'intéresser beaucoup plus à la cybersécurité, notamment celle dont l'entreprise qu'il a fondée est coupable d'inattention, avec pour conséquence la mise en danger de milliards d'utilisateurs, de millions d'entreprises et de milliers d'organisations gouvernementales et internationales à travers le monde. Alors, pour être juste avec Microsoft, on peut largement reconnaître que depuis 2001, ils se sont beaucoup améliorés en introduisant notamment le Patch Tuesday en octobre 2003. Les seconds mardis de chaque mois, des mises à jour critiques de sécurité étaient proposées et devaient être effectuées par les clients pour protéger leur système. Ce qui a d'ailleurs conduit à ce qu'on appelle les exploitations du mercredi qui tentent de hacker les systèmes Microsoft qui n'ont pas encore été mis à jour. Et d'ailleurs ça me permet au passage de vous rappeler de mettre à jour vos logiciels dès qu'une mise à jour est disponible, surtout pour les logiciels qui communiquent beaucoup avec Internet, en particulier les navigateurs web Firefox, Chrome ou Edge. Ceci étant dit, maintenant que l'informatique avance très vite, la mise à jour mensuelle semble inappropriée selon beaucoup d'experts, notamment les développeurs des systèmes open source comme Linux, qui préfèrent proposer une mise à jour dès que celle-ci est disponible, au lieu de laisser un délai pendant lequel la faille connue des développeurs peut fuiter et être connue des cyberattaquants. Quoi qu'il en soit, malgré le mémo de Bill Gates et malgré une amélioration de l'attention donnée à la sécurité par Microsoft, des failles critiques des systèmes de Microsoft n'ont cessé d'être découvertes et surtout d'être exploitées par le cybercrime. Parmi les cas les plus spectaculaires, on peut citer celui de Stuxnet en 2010, un ver informatique de la NSA qui a exploité des failles de Microsoft pour saboter le programme nucléaire iranien en provoquant une autodestruction difficilement détectable des machines à enrichir l'uranium. Autre cas très grave, en 2009, l'opération Aurora a permis à des hackers chinois d'infiltrer de manière durable des systèmes de nombreux géants américains, y compris Google, en exploitant une faille de Microsoft Internet Explorer. Une faille que Microsoft connaissait 3 mois avant l'attaque mais n'avait pas pris le temps de corriger. Aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Puis, en 2017, il y a eu WannaCry, un ver informatique attribué à la Corée du Nord, qui exploite des failles de vieux systèmes Microsoft, chiffre les données de la machine cible et exige une rançon en Bitcoin pour déchiffrer ces données. On parle de ransomware et un jeune Micode avait d'ailleurs fait une vidéo à l'époque de l'attaque. Et puis, plus récemment, en 2020, des hackers russes ont hacké SolarWinds en exploitant notamment des failles de Microsoft pour pénétrer plusieurs parties du gouvernement des États-Unis et faire fuiter des données sensibles. Aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Et justement, dans sa lettre, le sénateur Ron Wyden rappelle que Microsoft connaissait les vulnérabilités de son système d'authentification depuis 2017, 3 ans avant que l'attaque des hackers russes ait eu lieu et soit détectée par les agences américaines. Mais encore une fois, Microsoft n'a pas réparé la faille et n'a pas averti ses clients qui utilisaient pourtant ces technologies défectueuses. Comme l'écrit Wyden, Microsoft n'a jamais reconnu sa responsabilité dans le hack de SolarWinds. Au lieu de cela, Microsoft a utilisé cet incident comme une opportunité de promouvoir son produit Azure AD. Les clients de Microsoft ont entendu le message qui prétendait qu'il était trop difficile de sécuriser les clés de leur propre serveur et qu'il était plus sûr de laisser Microsoft le faire pour eux. 3 ans plus tard, les revenus des services de sécurité cloud professionnels de Microsoft ont atteint plus de 20 milliards de dollars par an. Voilà qui rend les failles critiques du service mail de Microsoft d'autant plus inexcusables, surtout quand on sait que leur communication récente tournait surtout autour de ChatGPT, une solution elle-même rapidement hackée.
aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Et pourtant, on est encore très loin d'avoir égratigné la surface émergée de l'immense iceberg des problèmes majeurs de cybersécurité présents dans les produits Microsoft. Je vais me contenter d'en citer seulement deux autres particulièrement révélateurs. Le 4 juin 2021, pour le 32e anniversaire du massacre de Tiananmen, et alors que des militants pro-démocrates étaient réprimés à Hong Kong, les recherches pour Tankman sur Microsoft Bing censuraient l'image et la vidéo de l'homme courageux qui s'opposait au défilé de chars de l'armée chinoise et qui était devenu le symbole de mois de manifestations pacifistes et pro-démocratiques que les autorités chinoises ont puni dans un horrible bain de sang. Et même si, plutôt qu'un hack, on peut y voir une complicité de Microsoft avec une dictature sanguinaire, notamment rapportée et mise en évidence dans le cadre de l'utilisation de Microsoft Bing dans la langue chinoise, Microsoft a préféré parler officiellement d'erreur humaine. Erreur humaine ou non, Microsoft a des comptes à rendre, au moins envers les militants pro-démocratie à Hong Kong. Enfin, plus récemment, en mars 2023, l'entreprise de cybersécurité Tenable a identifié une faille critique dans le service cloud de Microsoft qui, selon leur PDG Amit Yoran, leur a permis d'accéder au secret d'authentification d'une banque. Ils ont alerté Microsoft, mais se plaignent de l'inattention de l'entreprise à cette faille critique. 120 jours après avoir rapporté le problème, la banque était ainsi toujours vulnérable. Comme l'écrit Yoran, c'est grotesquement irresponsable, voire d'une négligence flagrante. Aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Cet été donc, Microsoft en a remis une couche avec une faille qui affecte son service cloud que Microsoft a prétendu être particulièrement sécurisé pour attirer de nombreux nouveaux clients dépassés par les enjeux de cybersécurité. La confiance des clients a été de nouveau trahie, mais vu l'inattention médiatique à cet événement majeur, je crains que les clients ne s'en rendent pas suffisamment compte. Mais alors, que s'est-il passé ? Pour comprendre, laissez-moi d'abord vous présenter le système d'authentification que Microsoft a mis en place pour ses services en ligne et comment il était censé garantir la sécurité des informations des clients et de leurs accès aux applications cloud de Microsoft. Enfin, on va surtout voir les grandes lignes avec quelques implications histoire de ne pas vous perdre. En gros, pour utiliser les services cloud de Microsoft, vous allez devoir d'abord suivre une procédure d'authentification. Pour cela, vous devez envoyer des informations d'authentification à un serveur de Microsoft, typiquement une multiple authentification avec mot de passe avec confirmation via téléphone. Si tout va bien, le serveur d'authentification de Microsoft va vous envoyer un jeton d'authentification que le serveur va signer en y incluant une signature cryptographique produite à l'aide d'une clé de signature. Autrement dit, cette signature est un certificat vérifiable que seule une machine qui possède la clé de signature a pu produire. Retenez bien que le jeton est certifié avec cette clé censée être ultra secrète et n'être enregistrée que sur des serveurs de Microsoft auxquels personne n'a accès. Ça va être important pour comprendre le hack du groupe chinois. Ensuite, pour utiliser un service cloud de Microsoft comme Outlook, Office, SharePoint, OneDrive ou Teams, votre machine va envoyer le jeton signé à une application cloud de Microsoft qui va vérifier la signature du jeton. Si la signature est correcte, c'est-à-dire si elle correspond à une clé de signature de Microsoft, alors l'application cloud va vous donner accès à ces services. Notez que des applications qui ne sont pas développées par Microsoft sont aussi conçues avec l'authentification via des jetons signés, typiquement celles qui ont une fonctionnalité login via Microsoft. En fait, l'intérêt du jeton signé, c'est justement que les applications Microsoft ou non n'auront pas à développer leur propre solution d'authentification. Elles ont juste à vérifier que le jeton a été signé par une clé de signature de Microsoft. Mais du coup, comme vous pouvez l'imaginer, la sécurité de la clé de signature est absolument critique. Comme on l'a vu, les nombreuses applications de Microsoft se contentent de vérifier la validité de la signature d'un jeton qu'on leur soumet pour donner l'accès à leur service tel que spécifié par le jeton. Et c'est pour ça que cette clé de signature suit des procédures de sécurité additionnelles dans le système de Microsoft. Pour commencer, cette clé finit par expirer, ce qui évite qu'une clé volée puisse garantir un accès indéfini. De plus, elle est censée n'exister que dans l'environnement de production, lequel est détaché du réseau de machines des employés de Microsoft. En particulier, même les employés de Microsoft n'y ont pas accès. On parle parfois de sandboxing. L'accès à la production est restreinte et en l'occurrence interdite aux employés. Mais comme tout sandboxing, il demeure des canaux de communication entre les différentes sandbox, en l'occurrence entre le réseau de production et le réseau des employés, et il faut surveiller ces communications comme le lait sur le feu.
Parmi les communications possibles, il y a en particulier le transfert des informations de panne. Si une machine du réseau de production a une panne, on permet aux employés d'accéder à des informations au sujet de cette panne pour leur permettre de comprendre et de réparer la panne en question. Ok, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour comprendre la cyberattaque du cloud de Microsoft, ou du moins ce que Microsoft a bien voulu révéler sous la pression notamment du sénateur Ron Wyden. En avril 2021, il y a eu une panne dans le réseau de production. Au moment de la panne, un enregistrement de l'état du système au moment de la panne a été effectué. Microsoft parle de crash dump. Ce crash dump a été transféré au réseau des employés, sauf que, comme vous vous y attendez sans doute, à cause apparemment d'un bug, ce crash dump contenait une clé de signature de Microsoft. Et malheureusement, les outils de détection d'informations sensibles dans le crash dump de Microsoft ont échoué à détecter la présence de cette clé ultra sensible. La clé a alors atterri dans le réseau des employés qui est moins sécurisé, ne serait-ce parce que les employés de Microsoft y ont accès. Et justement, selon Microsoft, le compte d'un ingénieur de Microsoft s'est fait hacker, apparemment par les attaquants chinois, ce qui a permis à ces attaquants d'accéder au crash dump, donc à la clé privée de signature. Aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Voilà qui leur a permis ensuite de créer des jetons d'authentification et surtout de les signer avec cette clé de signature de Microsoft pour accéder à des services cloud de Microsoft comme les emails d'un client du service. Et alors, en principe, ces attaquants n'auraient pas dû pouvoir aller bien loin parce que la clé qu'ils ont volée était censée expirer en avril 2021. Et a priori, ils y ont accédé après avril 2021. Mais étrangement, les applications de Microsoft n'avaient pas encodé cette expiration et ont permis aux attaquants de continuer à exploiter la clé de signature jusqu'en juillet 2023, au moment où ils ont compris que cette clé était en train d'être exploitée à mauvais escient. Et ce que l'on sait en tout cas, c'est que cette clé a été utilisée pour en particulier accéder à des emails Outlook d'agences du gouvernement américain. Aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Et alors, permettre à une puissance étrangère d'accéder aux échanges confidentiels des autorités du pays, c'est déjà extrêmement grave, mais on peut douter que le hack s'est arrêté là. En effet, les mêmes jetons signés utilisés pour accéder à des emails permettaient a priori d'accéder aux nombreux autres services de Microsoft. Difficile toutefois d'en être sûr, tout dépend des détails d'acceptation de la signature des jetons par les différents services en question. En tout cas, il est improbable que ces attaquants n'aient pas essayé d'infiltrer davantage de cibles et en particulier d'établir une présence persistante dans le service cloud des nombreux clients de Microsoft. L'entreprise de cybersécurité Wiz estime ainsi possible que les attaquants ont modifié les mécanismes d'authentification d'applications qu'ils ont hackées pour installer des backdoors via lesquels ils peuvent se connecter à n'importe quel moment dans le futur. Pour des informations plus précises au sujet de l'attaque et pour mieux comprendre à la fois ce que l'on sait mais aussi ce qui est encore très obscur et qui soulève en fait davantage d'inquiétude encore, je vous recommande de lire cet excellent billet de blog de l'entreprise Wiz à ce sujet. Bref, pour récapituler, Microsoft a fait fuiter une clé ultra sensible dans un crash dump, puis a échoué à détecter la présence de cette clé dans le crash dump, puis a eu le compte d'un ingénieur employé piraté, puis a validé des jetons signés avec une clé de signature expirée, et encore là je n'ai listé que quelques-unes des failles majeures dans le système de Microsoft qu'ils ont eux-mêmes révélées. Voilà qui me semble pleinement justifier le qualificatif de pratique de cybersécurité négligente utilisé par le sénateur Wyden pour décrire la confiance adéquate à avoir dans les services informatiques fournis par cette entreprise. Aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Microsoft semble très loin des standards de sécurité que son rôle dominant dans le traitement de l'information à l'échelle mondiale devrait exiger. Et alors, en 2001, c'était déjà un gros problème. Mais en 2023, comme le comprend très bien le sénateur Ron Wyden, l'inattention de Microsoft à la cybersécurité menace la sécurité nationale. Car au-delà des nombreux cas déjà très préoccupants dont on a parlé aujourd'hui, la cyberattaque de l'été dernier expose surtout la banalisation de l'omniprésence des failles dont les services critiques de Microsoft sont coupables d'avoir laissé traîner et le danger civilisationnel de donner à Microsoft le contrôle de serveurs responsables de choses aussi sensibles que des transactions bancaires, le contrôle des réseaux électriques ou la gestion des hôpitaux et des assurances. Mais alors, que faire ? La première chose à faire, c'est, je pense, de cesser de fermer les yeux ou de détourner notre attention de ces risques civilisationnels en cédant par exemple à la tentation de disqualifier d'alarmistes ceux qui étudient ces problèmes. Prenez le temps de bien évaluer l'état de la cybersécurité des systèmes d'information critiques. Même sans rentrer dans les détails techniques, il est largement possible d'évaluer l'ampleur des risques simplement en s'informant des dispositifs mis en place pour les atténuer, que ce soit par Microsoft, par votre employeur ou par nos gouvernements.
Et si vous voulez vraiment en savoir plus, il y a à mes yeux une référence incontestable, à savoir le livre extrêmement documenté This is how they tell me the world ends, qui traduit en français signifie C'est comme ça qu'ils me disent que le monde va terminer. Vachement réjouissant. Un livre écrit par la journaliste Nicole Perlhoff du New York Times, spécialisée dans les questions de cybersécurité depuis plus d'une décennie. Ce livre a bouleversé ma compréhension de la fragilité de notre civilisation. Et il n'y a nul doute à mes yeux que si vous le lisez, vous verrez aussi un monde très différent, un monde qui ressemble vraiment à un château de cartes, que de nombreux groupes obscurs veulent détruire, ou au moins pouvoir détruire, et que les démocraties sont bien trop peu inclines et promptes à consolider. Une fois informé, je suis sûr que vous questionnerez en particulier l'inattention des entreprises privées à la cybersécurité et vous questionnerez également leurs investissements massifs dans le développement de nouvelles technologies qui sont beaucoup moins sécurisées encore. En particulier, plutôt que d'acheter aveuglément des services de Microsoft parce que c'est ce que tout le monde fait et que personne n'a jamais été licencié pour ça, j'espère que vous envisagerez des solutions alternatives, notamment celles qui ont un track record de cybersécurité beaucoup moins compromettant, comme les administrations françaises commencent d'ailleurs à le faire. Ceci dit, une solution plus efficace pour drastiquement augmenter la cybersécurité de votre entreprise et plus généralement de notre civilisation, cela reste la sobriété numérique. En particulier, moins vous aurez d'applications sur vos ordinateurs, vos tablettes et vos téléphones, moins il y aura de vecteurs via lesquels les cyberattaquants peuvent compromettre vos informations. Avez-vous vraiment besoin d'installer sur votre téléphone professionnel l'application qui stylise vos portraits avec un algorithme génératif ? En particulier, la mesure la plus simple que vous pouvez effectuer pour augmenter drastiquement votre cybersécurité, c'est désinstaller tous les plugins obscurs et non essentiels que vous utilisez dans vos navigateurs web et plus encore dans vos environnements de développement comme Microsoft VS Code. Ces plugins ont littéralement accès à vos codes et peuvent parfois modifier la compilation de votre code. Et si vous pouvez faire une tâche sans faire appel à ChatGPT ou toute autre solution développée dans la précipitation, je ne peux que vous encourager et encourager vos entreprises à faire sans et à ainsi réduire ce qu'on appelle la surface d'attaque. Mais surtout, je vous invite à exiger beaucoup plus des fournisseurs de services informatiques de vos entreprises, non seulement au moment d'échanger avec eux, mais aussi et surtout en appelant les politiques à imposer des audits externes obligatoires, voire dans le cas des technologies massivement utilisées et très probablement illégales, d'adopter une présomption de non-conformité. Le développement aujourd'hui de ces algorithmes est extrêmement rapide, il est précipité. Et ça, c'est par opposition à d'autres industries. Si vous prenez n'importe quelle autre industrie mature aujourd'hui, donc je pense par exemple à l'aviation, à l'industrie pharmaceutique ou à l'industrie agroalimentaire, on a mis en place plein de systèmes parce qu'on sait que ces industries sont dangereuses si elles ne sont pas bien contrôlées, si elles ne sont pas bien encadrées. On a mis en place plein de systèmes et en particulier, on a mis en place ce que je vais appeler la présomption de non-conformité dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que par défaut, un avion, je ne monte pas dedans. Si je ne sais pas qui l'a fabriqué, aujourd'hui, la plupart des IA, on ne sait pas qui les a fabriqués, ou si c'est fabriqué par une entreprise en laquelle je n'ai pas confiance, je n'ai pas envie de monter dedans. Mais ce qui se passe, c'est que l'avion est même interdit de vol. Ouais. Et qu'on a décidé de mettre en place des protocoles avec des organes d'inspection très bien financés et très puissants, légalement notamment, pour pouvoir vérifier la conformité de l'avion avec la loi, avant de l'autoriser à prendre... Tout ce qu'on ne fait pas avec l'IA. C'est exactement ce qu'on ne fait pas aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Enfin, je vous invite à faire de la cybersécurité un sujet de discussion, surtout au sein de votre entreprise. Que se passerait-il si votre entreprise était sous attaque ? Celle-ci pourrait-elle se faire facilement pirater par le premier cybercriminel ? Est-ce qu'il suffit de compromettre un employé pour tout compromettre ? Comment réduire le risque qu'un de vos nombreux collègues soit compromis ? Quel serait l'impact d'un vol des données de vos clients ou de vos fournisseurs ? Quid d'une paralysie de longue durée de votre système informatique ? Combien seriez-vous prêt à payer pour rétablir un bon fonctionnement de votre système informatique si celui-ci était paralysé ? Si les réponses à ces questions sont floues à vos yeux, c'est qu'il vous faut sans doute urgemment y réfléchir. Je vous encourage à organiser des réunions, des séminaires ou des formations autour du sujet. Et si votre entreprise a les moyens, vous pouvez aussi engager les services de mon entreprise Calicarpa qui, en plus de développer des solutions de sécurité, offre de la formation et du conseil en cybersécurité aux entreprises clientes, ne serait-ce que pour mieux estimer l'ampleur des risques auxquels votre entreprise est exposée.
Et puis, justement, le rapport souligne cette dichotomie entre cette sécurité maximale au sein même des structures de Yevgeny Prigojine, mais aussi la négligence envers la sécurité numérique des données, puisqu'on a réussi à obtenir 1 million de documents. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que Yevgeny Prigojine, même avec ses fuites de données, il ne change rien à ses habitudes. Il a gardé, par exemple, cet agenda Psion aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Alors c'est le lait du montage, et justement au moment où je faisais le montage, il y a une autre actualité qui est sortie à propos de Microsoft toujours, qui aurait leaké 38 téraoctets, donc révélé toujours par l'entreprise de cybersécurité Wiz. Et en fait c'est au moment où des ingénieurs voulaient partager, ou une équipe de recherche en IA de Microsoft voulait partager des données d'entraînement d'algorithmes, qui se sont fait une mauvaise manipulation avec Azure AD, et ils ont partagé en fait voilà, plein de données internes à Microsoft, y compris des secrets et des mots de passe, ce genre de choses horribles. Vraiment, tout ne va pas très bien avec Microsoft en ce moment.